Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines, les filles. Un nouveau segment à l'émission aujourd'hui, on va se garder ça comme dessert. Cerise sur le sundae. Mais j'ai vraiment hâte. C'est la première fois qu'on va répondre à des questions du public. Et on en a eu plusieurs et on en a eu de très pertinentes aussi. Vous allez voir, là, pour tous ceux et celles qui pensent que les fans de hockey féminin veulent juste entendre du beau puis tout ça. Non, ils veulent avoir des réponses à des questions qui se posent. C'est souvent les mêmes questions qu'on va se poser, nous aussi. Donc, vraiment hâte de faire ça en fin d'émission. On va même devancer notre bloc prédiction, question de finir avec les questions du public puis essayer d'en faire le plus possible. Autre chose qu'on va faire un peu différemment, question de se donner de la place aussi pour les questions du public, c'est qu'on va combiner notre joueuse et notre moment de la semaine. Parce que, bon, évidemment, dans les derniers jours, il y a eu un peu moins d'actualité. Quand même, le Canada qui a mangé une crise de dégelé hier, mais on va y revenir. Mais un peu moins d'actualité côté LPHF, bien entendu, c'est la pause internationale. Alors, on combine joueuse et moment de la semaine. Et je vais commencer avec toi, Anso, vu que je sais où tu t'en vas, puis je viens un peu d'en parler. Ben, en fait, fallait pas cligner des yeux hier pendant le match de la série rivalité Canada-États-Unis. On se pose souvent la question, il va-t-il avoir plus de 5,5 buts dans nos prédictions, dans la LPHF? Puis je me souviens pas, Pat, c'était quoi tes pourcentages de fois que les matchs avaient été au-delà de 5,5 buts? Mais hier, c'était ça dans une période, là. Là, je pense qu'on devrait le questionner par période. Mais c'était une belle dégelée. Tu sais, puis j'ai quand même aimé, je vais donner un peu de crédit au Canada qui se sont pas nécessairement laissés tomber les bras là, parce qu'ils sont revenus dans le match, ils ont quand même réussi à continuer à compétitionner. Puis je pensais à ce que tu me disais, Pat, tu sais, quand l'écart s'agrandit, on parlait la semaine passée du match contre Wisconsin à 17 à 1. J'ai pensé à ça, moi aussi. Je me suis dit, est-ce que Pat va passer, les États-Unis vont-ils arrêter? Puis à un certain moment donné, je me suis demandé quand c'était 5-1, ils vont-tu lâcher la pédale? Mais non, c'est impossible. Puis j'ai manqué un peu la troisième période et je me suis levée ce matin et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, ben voyons donc, 10-4, hey, c'est 14 buts. C'est fou, 10 buts par les États-Unis. Puis là, on a passé les deux gardiennes. Bon, il y en a qui peuvent dire, est-ce que le changement de Anne-Renée était positionné en milieu de deuxième période, que c'était déjà prévu que Maschmeyer prenne les rênes du filet pour la deuxième partie? Ça n'a pas vraiment été vu dans les séries précédentes. Donc, moi, je pense que c'est un changement qui était nécessaire. Puis, c'est sûr que ça a donné un peu d'énergie. Là. Quand Masch est revenu dans le jeu, on a vu que le Canada s'est repris. Puis, en fin de deuxième, je me suis dit, OK, ben, il y a seulement un écart de 2 buts. C'était 6-4. Je me dis, c'est pas fini, cette game-là. Et j'ai vraiment été abasourdie là, par la performance de l'équipe américaine. Je les trouve impressionnantes. Puis, je me suis même dit, coudonc, Larry Knight ajoute-tu? Coudonc, Alex Carpenter ajoute-tu? Toutes des filles que tu dis, hey, ces filles-là, c'est les noms de l'équipe USA. Mais c'est qui qu'on entendait? Des Abby Murphy. Puis là, je vais peut-être le directement lier avec ma joueuse de la semaine parce que moi, ma joueuse, c'est Abby Murphy. C'est la joueuse de la série. Hier, elle a marqué 2 buts et 2 passes. Elle est physique, elle est rapide, elle a une bonne vision de jeu. Son jeu, là, quand elle est allée, il y a Ella Shelton qui a la rondelle, qui sait pas trop quoi faire avec. Puis Abby Murphy s'en va, met en échec et rapidement met une passe à Britta Curl. Et le but, ça, je pense, c'était le 5e but des États-Unis. Mais Abby Murphy et son équipe, c'est les jeunes à en venir. Puis, tu sais, on le mentionnait à plusieurs reprises au niveau dans les balados à quel point cette cohorte qui vont graduer pour l'année prochaine. Tu sais, Abby Murphy n'est même pas dans la LPHF encore. Là. À quel point que c'est impressionnant, ça va être dangereux. Léla Edwards non plus. Moi, j'ai adoré Léla Edwards à la défense. C'est une ancienne attaquante, ça paraît. Elle bouge bien sur la patinoire. Son patin est vraiment en power play. C'est spécial de la voir se promener de la défense, puis elle entre un peu en zone. C'est vraiment de bonnes jeunes joueuses. Tu sais, au point que
Casey O'Brien, qui a quand même été la 3e choix overall du dernier repêchage, qui est la récipiendaire du Patty Kazmaier, joue sur le 4e trio d'une équipe où il y a des universitaires qui jouent sur le premier trio en ce moment. C'est complètement fou, cette équipe-là. Puis Jocelyn Larocque, je m'excuse, là. Oh, ça n'a pas été facile, son match. Tu as manqué la 3e, là, Anso, là. Mais je pense qu'elle a été sur la glace. Ça inclut peut-être des power plays. OK, je vais être fair. Mais elle a été sur la glace pour 5 buts. 5 buts du Canada. Ça n'a pas été facile. Puis tu parlais des gardiennes. Je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, Ève Gascon a accordé 4 buts à son premier match de la série La Rivalité. Puis tu as raison. Hein? La première tranche de la série La Rivalité, ça a été Gascon le premier match, Osborne le deuxième. On n'a pas fait moitié-moitié. Je pense pas, moi non plus, qu'on voulait faire moitié-moitié. On voulait donner le match à des biens, puis on aurait probablement donné le match de samedi à Mâche. Sauf que là, Gaston a accordé 4 buts. Je fais, oh, OK, ça va être tough. Ça va être tough. Osborne accorde 5 buts à son match. Desbiens accorde 5 buts. Puis Mâche accorde 5 buts. C'est comme, Colin, je sais pas comment, mais Ève Gaston est celle qui a accordé le moins de buts des 4. Et en un match complet. En un match complet, oui. T'as raison, en un match complet. Mais c'est la rapidité qui bouge la rondelle, les États-Unis, c'est incroyable. On dirait qu'ils ont des jeux, je veux dire, ils savent exactement où ce qu'elles sont. Puis est-ce que c'est une capacité d'avoir l'opportunité de jouer justement dans des rangs universitaires qui ont beaucoup plus de matchs? On le sait qu'il y en a plusieurs entre elles qui jouent déjà ensemble. Tu sais, puis on a vu une ligne du Minnesota là, de Panek, Zumwelko puis Schofield. Ben, c'est quand même ce qu'on veut, être capable de rallier des gens qui sont habitués à jouer ensemble. Puis on en parlait souvent, c'est une problématique dans la LPHF. On n'a pas beaucoup de matchs. Kim mentionnait plus tôt, justement, on en parlait, comme c'est quand que la Victoire ont joué en dernier, puis c'est qui? Tu sais, on dirait qu'on s'en souvient plus. on a de la difficulté à garder un certain momentum parce qu'il y a tellement d'écarts. On a seulement, 4 matchs de jouer dans la LPHF? 3 matchs pour la Montréal, pour 5 pour New York. 5 pour New York, 4 pour Boston. Tu sais, tu regardes une saison universitaire, ils ont déjà pas mal de millages de fêtes. Donc, est-ce que ça, c'est un avantage d'avoir des filles universitaires qui ont joué plus? Je sais pas exactement c'est quoi la cause, mais une chose qui est certaine, c'est que le match d'hier, ça fait peur un peu pour l'avenir des Jeux olympiques. C'est pas juste le fait qu'ils jouent plus de matchs. Je pense aussi c'est parce qu'il y a une cohorte spéciale en ce moment. Caroline Harvey à défense, c'est solide. Là, encore là, Caroline Harvey, qui est pas encore dans la LPHF, joue sur la première paire de défense devant Hayley Wynn, qui a été le 2e choix overall du dernier repêchage de la LPHF. Tu sais, fait quand ces filles-là vont arriver dans la Ligue, ça va donner... En tout cas, l'équipe, s'il y a une équipe qui est capable de faire ce que New York a fait l'année passée, d'aller chercher 2 des 3-4 premiers choix, ça se fera probablement pas, là, mais si une équipe est capable de faire ça, ça va être chapeau parce qu'il y a vraiment, vraiment du talent qui s'en vient. Ils ont-tu encore la règle là, qu'il faut terminer dernier pour l'accumulation des points pour avoir le premier choix au repêchage? Le Gold Rush, ben oui, absolument. Ben, ça donne le goût de terminer dernier. Peut-être que Seattle et Vancouver, justement, ils se sont mis au dernier rang pour être capable d'appatrier le premier choix au repêchage parce que honnêtement, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Puis, tu sais, on peut pas nécessairement généraliser. C'est un match, peut-être que, bon, il y a des gens qui étaient malades ou peu importe. C'est quand même une série. C'est ça, exactement. C'est plusieurs matchs. Puis, tu sais, par contre, ça se passe à la glace. Puis le Canada, s'ils veulent gagner, ben c'est un match, en gros, qu'ils doivent gagner. Mais je comprends, mais à date, là, c'est 20-5 pour les États-Unis en 3 matchs. C'est la première fois que les Américaines marquent 10 buts contre le Canada, peu importe la compétition. Ah, ça, c'était exceptionnel. Le 10e but, je te confirme, il n'y avait plus de célébration sur la glace. Au 9e, il y en a eu une petite. Au 10e, on a juste été au banc. Tu vois, il arrête après 10. Moi puis Anson, on arrête après 5. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y a eu une double tournée d'aile à Edmonton hier. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé que le match était extrêmement physique. Tu sais, je le voyais vraiment comme la LPHF. Tu sais, avant, on voyait une différence entre les deux. Tu sais, je sais pas si on se souvenait de ça, on parlait l'année passée, on disait, j'ai hâte de voir, tu sais, les filles, comment ils vont s'adapter parce que
c'est vraiment différent les règles entre les deux associations. Mais hier, ça jouait comme dans le PHF. Là. C'était robuste, les mises en échec. Il y a eu des punitions aussi pour des mises en échec qu'il n'y en aurait pas eu dans la LPHF. Donc... Tu penses? Ah oui, Emily Clark, comme année, son bord de la bande. Exactement. OK, ouais, t'as raison. Mais ça jouait quand même, là, on s'entend. Moi, j'ai trouvé plus que l'année passée et l'année d'avant. Là. Ça joue plus mais moi, physique. j'ai trouvé ça plus un jeu plus rapide que le jeu physique. J'ai trouvé que la rondelle a bougé tellement vite, là. Mais c'est ça, je te dis. Puis c'est un peu ce qu'on veut. Quand ça va tellement vite, ben, ce que tu veux, c'est mettre les personnes en échec pour ralentir le jeu. Parce que c'est pas juste les filles qui bougent vite. C'est comme tu dis, Kim, c'est la rondelle qui bouge vite. Ouais. Et la fille, elle est même pas rendue, la rondelle est déjà partie. Fait que c'est sûr qu'à un certain moment donné, ça devient un peu plus compliqué. Puis là, ben, quand le pointage l'indique, tu dis, t'as bien beau vouloir pas jouer basé sur le pointage, mais à un moment donné, ça rentre quand même dans la tête des joueuses, là. C'est pas mon hot take. C'est pas mon hot take, mais je pense qu'il n'y a pas une défenseuse du Canada qui a bien paru dans ce match-là. Pas une. Incluant Erin Ambrose s'est fait avoir à quelques reprises. Ella Shelton s'est fait avoir. Tout le monde. Nicole Gosling a mal paru. Renetta Fass s'est fait avoir avec une joueuse qu'elle couvrait. Il n'y a pas une défenseuse qui a bien paru. C'était... Puis, tu sais, Anne-Renée, il y a au moins un but. Sophie Jakes qui a fait 2 buts. Ben, oui, t'as raison. Sophie Jakes, offensivement. Offensivement, à tout le moins, elle a bien paru. Puis défensivement, j'ai rien noté. T'as raison. Sophie Jakes, c'est l'exception qui confirme la règle. Puis tu sais, Anne-Renée, il y a au moins un but, je pense qu'elle aimerait revoir. Tu sais, il y a vraiment, je pense que c'est le deuxième but du match. Là, c'était beaucoup plus faible comme tir. Puis la POC s'est rendue pareil. C'est justement Abby Murphy qui est allée comme en échapper. Puis on dirait qu'elle a manqué son tir. Puis tu voyais qu'elle a un peu regretté puis qu'elle aurait aimé ça revoir ce match-là. Mais tu sais, je veux pas nécessairement juste blâmer les gardiennes parce que pour que la fille, tu sais, autant que Coin Schofield qui est allé en échapper, que Abby Murphy, comment tu donnes 2 échappées dans un match? Tu sais, c'est quand même... Puis Britta Curl qui était complètement seule, on peut dire quasiment ça, c'est un échappé en soi aussi, là. Il y a eu à un moment donné, là, je ne me rappelle pas si c'est sur des biens ou match. Je m'étais pris une note, là, mais ils ont lancé 3 fois dessus. Ah, c'est des biens. Ils ont lancé 3 fois dessus avant de pouvoir marquer. Il y a eu le but dans le top net également d'une des Américaines. Ah non, ça n'a pas été... je suis d'accord avec toi, c'est Kendall Coyne Schofield qui a tiré dans le top du net à un moment donné, tu sais, puis Anne-Renée ne pouvait rien faire là-dessus. La défensive a laissé tomber ses gardiennes dans le match d'hier. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, non, ça n'a pas été un match facile pour la défensive. La deuxième période a bien été pour le Canada. Puis, je pense qu'ils doivent construire là-dessus. Fait que, tu sais, revoir leur plan de match. Tu sais, je sais qu'ils sont bien entourés. Là, on s'entend, là, ils ont les meilleurs avec eux. Fait que j'ai hâte de voir au prochain match samedi s'ils vont s'adapter au style de jeu des Américaines. Mais tu sais, il faut voir 3 bonnes périodes. Là, parce que pour être honnête, moi, j'y croyais. Là, après la deuxième, je me suis dit, oh my God, 2 buts d'écart. Les Canadiennes sont sur une lancée. Il reste 20 minutes. Là, on a le temps en masse de remonter. Puis là, comme Manso a dit, ce matin, on se réveille puis on voit le pointage qui indique autre chose qu'on l'espérait. Mais ils doivent vraiment construire sur la deuxième période qu'ils ont joué hier. Là. Les tirs au but, là, Montréal, le Canada menait 17-10 après la première période, mais il perdait 4-1. Il menait 13-11 dans la deuxième période. Fait qu'après 2 périodes, il avait lancé 30 fois contre 21 fois. Mais je pense que c'était 5 buts sur 9 lancés ou quelque chose comme ça. Puis c'était quand même... je me suis Gwyneth Phillips a eu un bon match, il faut le dire aussi du côté américain. Hey, mais on va se dire, ça a pris 45 secondes ou presque au Canada pour marquer le premier but. Je me suis dit, le problème est réglé. Crème, les Canadiens ont trouvé la solution. Et là, Hey, Kim, ta joueuse ou ton moment de la semaine? Ben, moi, je vais y aller avec ma joueuse. En fait, je veux pas me fier à la performance d'hier parce que c'est un match, OK? Puis moi, ma joueuse, c'est Anne-Renée. Anne-Renée, je l'adore. Elle performe super, super bien. Puis là, je regarde bien sûr ses stats avec la victoire parce que celle du match d'hier, on l'oublie. Puis, tu sais, elle aussi, elle veut l'oublier. Là. Elle va recommencer sur. Mais c'est une autre chose. C'est autre chose. Exactement. C'est Canada, États-Unis. Vraiment. Exactement. Tu sais, faut faire la part des choses. Mais Anne-Renée, elle connaît un excellent début de saison. Présentement, c'est ça, c'est un début de saison, là. Comme on l'a dit, ils ont seulement 3 matchs de jouer, puis on est déjà rendu, on est quelle date aujourd'hui, le 11 décembre.
Donc, sur 3 matchs, 2 victoires. Elle a présentement... Là, attends, il faut que je donne dans mes stats de 2025-2026, faut pas que je me trompe. Présentement, Oui. Vas-y, non, j'allais dire, elle a des stats incroyables, là. Elle a des stats Elle et Aaron Franco, c'est incroyable les stats qu'elles ont après 3-4 matchs là, cette année. Exactement. Le pourcentage d'arrêt, 0,964. Moyenne de buts alloués, 1,02. Elle a joué les 3 matchs, bien sûr, fait que plusieurs minutes à son actif. Mais, moi, je l'ai mis comme gardienne de l'année, puis c'est sûr, c'est un début de saison. 3 matchs, c'est très tôt dans la ligue. Mais je la vois encore une fois gardienne de l'année à la fin de l'année. Oui, non, Anne-Renée, elle est excellente cette année dans la LPHF. Ça se voit, ça se sent, elle est en contrôle. Puis je pense que c'est le genre d'athlète que le match d'hier avec le Canada, ça va la fouetter encore plus. Là. C'est une des athlètes qui déteste le plus perdre. Là, donc, je pense que ça va être à surveiller. Moi, je vais y aller avec le début de saison du Fleet de Boston. C'est la première fois dans la courte histoire de la LPHF qu'une équipe gagne ses 4 premiers matchs en temps réglementaire en plus. Donc, 12 points. Boston est présentement premier. 12 points. Le deuxième en a 6. Ils sont 4 à 6 points. C'est quand même le double. Là. C'est quand même beaucoup. Bon, vous allez me dire, Montréal a 3 matchs au lieu de 4, je comprends, mais même à ça, donnons une victoire de plus en temps réglementaire à Montréal, puis c'est quand même 3 points d'écart avec Boston. Donc, c'est une victoire de différence. Mais Boston ont marqué 11 buts. C'est le plus haut total cette saison dans la LPHF. Ils en ont accordé juste 2. Quand je parlais d'Aaron Franco tantôt, je pense qu'elle a déjà... je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'elle a déjà 2 blanchissages à sa fiche. C'est vraiment un début de saison exceptionnel d'une équipe qui a quand même beaucoup été affectée par le repêchage de l'expansion, par les agentes libres. Donc, c'est ça. Boston a battu Montréal 2-0, puis Vancouver 2-0 également. Ils ont battu Toronto 3-1, ils ont battu Minnesota 4-1. Donc, c'est vraiment un début de saison qui me surprend d'une équipe qui a perdu Hillary Knight, qui a perdu presque toute sa brigade défensive, sauf Megan Keller, qui est d'ailleurs la meilleure marqueuse de l'équipe. Puis là, tu as une recrue que personne avait vu venir parce que tout le monde parlait des Kaltunkova, des Hailey. Ben, ils ont Hailey Wynn, en fait, là, qui va quand même bien. Mais tout le monde parlait de Kaltunkova, de Tcherkasky, d'O'Brien à New York. Personne ne parlait d'Abby Newhook. Puis Abby Newhook a déjà 3 buts cette année. Donc, c'est quand même spécial ce qui se passe à Boston. C'est une équipe qui n'est pas facile. Tu sais, ils ont encore Susanna Tapani, ils ont encore Alina Muller, ils ont encore de bonnes joueuses. Mais je voulais quand même le souligner parce que, tu sais, ça reste un début de saison, c'est 4 matchs sur 30, mais ça va vite, puis c'est des points qui vont être importants, ça, plus tard. Puis je m'excuse, mais nous 3, on n'avait pas Boston sur notre carte de bingo d'équipe qui faisait les séries, là. Je vous rappelle, avec tous les joueurs qui sont partis, je pensais pas qu'ils allaient gagner tous leurs matchs en début de saison comme ça. Là. Ben non, exactement. Tu sais, on avait tous les 3, là, je vous rappelle, là, on avait Montréal, Vancouver, Seattle, et puis on avait, moi j'avais New York, je pense qu'Anso avait Minnesota, puis Kim, t'avais Toronto, je pense. Toronto, oui. Et à date, ben, Vancouver est 6e, Seattle est 7e, New York est 5e. ça va bien? Fait que toi, ça Pat, va bien. Mais bon, c'est fini, c'est pas fini. Ben non. Tu sais, la dernière place a 3 points, la deuxième place a 6 points. Fait que c'est quand même serré, mais Boston vraiment détonne du reste de la Ligue. Fait que je voulais le souligner aujourd'hui. Allons-y avec les hot takes. Avant de s'en aller vers des courtes prédictions puis les questions du public. J'ai vraiment hâte d'arriver aux questions du public. Hot take, on va commencer avec Kim. Ben, moi, mon hot take, c'est en lien avec le Canada et les États-Unis. OK. Moi, mon hot take, c'est le Canada va gagner les Olympiques. C'est sûr que mon cœur est avec le Canada, bien sûr. Mais malgré les défaites qu'ils ont eues, il y en a eu 3, puis quand même avec des points assez élevés. Samedi, ils ont un match. Je peux pas te dire qu'ils vont gagner, mais ils vont tellement étudier le jeu des États-Unis que rendu aux Olympiques, c'est un match. Puis ce match-là, quand tu as Marie-Philippe Poulin dans ton équipe, ben
souvent, ça finit avec une victoire. Puis ça me fait penser dans les années 2002, quand le Canada avait perdu tous leurs matchs préparatoires, puis qu'on est arrivé en finale aux Olympiques, qui a gagné? Le Canada. Donc, mon hot take, c'est que le Canada va gagner les Olympiques en 2026. Moi, Kim, là, T'es jamais d'accord avec mes hot takes, anyway, fait que... Kim, m'a te faire un side bet, OK? Oh, Un side bet. Kim, elle aime ça, les Hey. side bets. Ah, J'ai je joué sais. 2 fois au side bet, puis j'ai gagné 5 000 $. Je le sais, vous êtes gamblers tous les deux, je le sais. Je sais, j'ai des clientes. Je vais te faire un side bet qu'au souper qu'on va se faire pour la fin des prédictions. OK? Ça rentre pas dans les prédictions, mais je te fais un side bet. OK? Le perdant du side bet paye le premier drink à l'autre. OK? OK. Ou une tournée de shooter, tiens. Une tournée de shooter au souper. Les États-Unis gagnent la médaille d'or, Steph. Même pas proche. Par exemple, il fallait que je t'achète un char ou de quoi, j'aurais peut-être changé mon vote, mais un shooter, ça me fait plaisir. Parfait. Gagner Canada. Parfait. Ben oui, c'est un petit side bet, là. Je veux dire, crème, là. On commencera pas à faire des mais folies, là. j'ai confiance. Tu sais, ils ont une bonne équipe. C'est juste que là, ils doivent se shaker puis se remettre sur la bonne track. Mais ça me fait penser en 2002, j'avais quel âge? J'étais très jeune, mais bon, je me souviens de ça. J'avais le poster avec Daniel qui était coach dans ces années-là. Donc, j'y crois. Puis ils vont. Je comprends le référent de 2002. C'est juste pas la même équipe américaine de 2002. C'est ça la différence. C'est cette Je sais, mais équipe-là. ça va vite. Tu sais pas, il peut y avoir des blessures. Tu sais, je veux dire, hier, l'équipe qui était sur la glace, je suis d'accord avec toi, ils gagnaient la médaille d'or. Ça, je te le donne. Par contre, c'est loin, le février. Là. Tu sais pas, là, qu'est-ce qui peut arriver. Là. Ben oui, mais là, c'est sûr que crème, c'est la moitié de l'équipe. Là, j'allais dire. Moi, j'ai demandé à mon père J'allais dire une insanité, là, j'irais pas là, mais si la moitié de l'équipe se blesse, c'est sûr que là, ça change la donne, là. C'est jamais. Mais hier, c'était même pas Frankel qui gaulait, c'était Phillips. Oui, mais elle est bonne, Phillips. Hein? Elle est bonne? Ben, elle est bonne, mais Frankel, c'est quand même la gardienne numéro 1. Fait que, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas l'impression que le Canada va gagner la médaille d'or, là, mais c'est ton hot take. Puis c'est pour ça que c'est un hot take, en fait, parce que ça serait facile de dire que les États-Unis gagnent la médaille d'or. Toi, tu y vas avec l'inverse. Side bet avec le shot. Le shot du choix du gagnant. Ah, mais ça me dérange pas. Oui. Il y a juste moi et toi qui bois, fait que ça coûtera pas cher. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. M'en prendre le shot à Anso aussi quand je vais gagner mon pari. Parfait. OK, Anso, ton hot take. Ben moi, mon hot take, c'est que je crois que la raison pour laquelle l'équipe de Montréal a pratiqué à Trois-Rivières, à l'extérieur, sur une patinoire extérieure, c'est parce qu'il y a une possibilité que les Olympiques se jouent sur une glace extérieure. J'en reviens pas. Quand j'ai lu les articles de la glace, puis là, je vais vous remettre en contexte, c'est que la première des choses, ben on s'était déjà entendu que les dimensions n'allaient pas être des dimensions de glace olympique. Mais là, c'est que puis c'est pas énorme. Là. On s'entend que là, au lieu de jouer sur 200 pieds, ça va être sur, je pense, 196 et quelques pieds. Là. Donc, on pourra plus dire on joue sur 200 pieds, on joue sur 196 pieds. Donc, la glace est un petit peu plus petite que les dimensions de celles de la Ligue nationale. Et ça, c'est le premier constat, puis c'est correct, c'est tel que tel. Bon, on est conscient. Puis on a joué une fois avec la Force, justement, à Sept-Îles. Puis il faudrait que je revalide les dimensions de la glace, mais c'était petit. Là. Je pense que c'était quasiment comme 185 pieds. Je sais plus exactement, faudrait que je revalide, mais c'était petit. Puis tu voyais que, autant en avantage numérique ou en désavantage, tu sais, la zone est vraiment plus rapprochée. Tu as moins d'espace. Et là, on passe d'une glace olympique à une glace de la Ligue nationale, à une glace encore plus petite. Donc, ça va être quand même intéressant de voir ça. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a eu des délais de construction. Et là, les délais, on était supposé avoir tout près, là, probablement là, à ce moment-ci où on se parle en date d'aujourd'hui, du 11 décembre, là, la glace aurait dû déjà être prête. Puis Pat, probablement que tu me dis, la glace aurait dû être prête l'année passée. Là. Ça fait plusieurs années qu'on le sait que les Olympiques vont être à Milan.
Ben, et c'est pas juste pour ça. Attends. C'est pas juste pour ça, Anso. C'est que techniquement, il y a des tests qui sont censés être faits dans une aréna pour les Jeux olympiques 1 an avant les Jeux parce que ça donne assez de temps pour changer. Puis on parle pas juste au niveau de la glace, là. C'est les concessions, les toilettes, toutes les bris, les bris mécaniques qui pourraient arriver ou les bris de structure qui pourraient arriver dans l'aréna. Là. C'est pas juste au niveau de est-ce que la glace est correcte ou pas correcte. Puis là, ce qu'on nous dit, c'est que la glace, elle va être prête genre le 2 février. Ben non, là, Trois jours avant mais le là, ils sont début. supposés faire des tests entre le 9 et 11 janvier, là, dans les dernières nouvelles que j'ai lues. Donc là, au lieu d'être 1 an avant de faire les tests, on les fait 1 mois avant les Olympiques. Mais ce que je me questionne aussi, puis c'est Gary Bettman, puis j'aime pas nécessairement comparer le hockey masculin et féminin, mais dans ce cas-ci, c'est même Gary Bettman qui disait que je sais même pas si on va envoyer des gars de la Ligue nationale jouer aux Olympiques. Hey, tu te dis, à cause des erreurs ou des délais de construction, tu sais, c'est énorme. Ce projet-là, là, les Olympiques, ça se passe 1 fois ou 4 ans, puis on le sait à quel point que c'est un engouement exceptionnel, autant pour les athlètes qui vont là que pour les téléspectateurs. Et là, on se retrouve dans des problèmes de construction. Puis oui, le promoteur, oui, ça va être prêt à temps. Ça va être prêt à temps. T'es déjà un peu en retard, mon homme. Je suis 100% d'accord. Je veux juste amener quelques précisions à tout ça. Okay? Dans le fond, la grosse aréna, c'est celle qui n'est pas prête en ce moment. La petite aréna, elle est plus prête. C'est sur elle qu'on va faire des tests au mois de janvier, alors que la grosse aréna, elle, on ne la pense pas qu'elle va être prête avant le 2 février, ce qui est 3 jours avant le début du tournoi féminin, parce que le tournoi féminin débute 6 jours avant le tournoi masculin. La dimension de la glace, ce que la Fédération internationale de hockey puis le comité olympique nous disent, c'est la même dimension qu'il y a eu en 2022 lorsqu'il y a eu les Olympiques sans les gens de la LNH. Puis c'est la même dimension qu'il y a eu pour la série globale en Suède, là, avec 2 équipes de la LNH en début de saison. C'est 85,3 pieds par 196,85 au lieu de 85 par 200. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on s'était entendu avec la LNH et avec l'Association des joueurs pour une surface de jeu de 85 par 200, qui est la surface standard dans la LNH. Il est là le problème surtout. C'est que tu t'entends avec la Ligue, tu t'entends avec les joueurs, et là, tu fais une construction qui est autre. Fait que oui, je comprends elle fait partie des surfaces, des grandeurs de surface normales ou acceptées par la Fédération internationale de hockey. Puis ils ont eu cette grandeur-là il y a 4 ans. Par contre, c'est pas celle que vous vous êtes entendu. Et là, pour moi, ça, c'est un problème. Puis l'affaire de jouer à l'extérieur, c'est parce que c'est Anthony Marcotte à BPM Sport qui a sorti la nouvelle. Puis il y a la compagnie Synerglace, une compagnie québécoise, propriété de Patrick Couture, un ancien gardien de but, qui s'est fait approcher par le Comité international olympique pour dire « Hey, commence à préparer des plans. On veut avoir un backup. » Parce qu'il n'y a pas d'autres places où il pourrait avoir des matchs de hockey. Il n'y a pas d'autres arénas proches dans le coin de Milan qui peut accueillir, tu sais, mettons, les Olympiques. Et la seule option, ça serait le stade de soccer du AC Milan, qui peut accueillir, genre, je ne sais pas, 75 000 personnes. Et on ferait des matchs à l'extérieur, mais je ne suis pas sûr que la Ligue nationale va embarquer là-dedans. Je ne suis pas sûr que l'Association des joueurs va embarquer là-dedans. Puis on n'avait pas de nouvelles non plus de la LPHF. Et là, finalement, par communiqué, il y a Carissa Duncan de CBC qui a fait un communiqué là-dessus, qui a sorti, en fait, qui a sorti ce que la LPHF lui avait dit là-dessus. Puis j'ai fini par recevoir un communiqué, moi aussi. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'ils sont en train d'avoir des discussions actives pour avoir de l'information de première main. Puis ils parlent également avec l'Association des joueuses, parce que j'ai aussi envoyé un email à l'Association des joueuses, puis on n'a pas eu de réponse, là. Mais c'est ce que le communiqué de la Ligue nous dit, parce que là, tout se passe avec la LNH. Là. C'est Bill Daly, c'est Ron Hensey, c'est l'Association des joueurs, c'est la Ligue. Mais là, il y a aussi une Ligue féminine là, qui doit se faire entendre. C'est pas juste Hockey Canada puis USA Hockey. Là.
il faut que la LPHF se fasse entendre également parce que c'est la sécurité de ses joueuses au même titre que c'est la sécurité des joueurs de la LNH. Là. Alors, j'étais content au moins de savoir qu'ils voulaient prendre partie de cette discussion-là puis d'avoir de l'information de première main. Pas être la petite sœur à côté de la LNH puis dire « Ah, ben la LNH m'a dit telle affaire, fait que c'est correct. » Non, non. Allez chercher vos infos puis assurez-vous que tout va se faire correctement. Donc, c'est vraiment un shit show, là, l'Italie, là, en ce moment, avec ces arènes-là. Puis peut-être qu'en bout de ligne, tout va être correct, là. Mais Je leur souhaite. c'est quand même les filles qui vont être les premières sur la glace. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que, mais de toute façon, on dirait que les filles, on a tout le temps accepté à jouer parce qu'on est tellement passionnés. Que peu importe la raison, que ce soit des salaires, que ce soit... Il n'y a pas une fille qui va faire la grève dans la LPHF, là, comme les gars l'ont fait. Là. Il n'y aura pas de lockout. Là. Non, par En tout contre, cas, attends une minute. pas tout de suite, pas tout de suite. Mais t'as- c'est sûr qu'éventuellement, si ça continue à grandir puis qu'on veut avoir un poids un peu plus gros, oui. Mais je te parle en date d'aujourd'hui ou l'année prochaine, tu dirais aux filles, il faut arrêter de jouer pour faire entendre notre point. Je le sais pas. Puis tu sais, il y a l'équipe de soccer américaine qui avait fait ça. Ben, les filles, v'là les une couple hockeyeuses d'années. américaines aussi l'ont fait en Exactement. dessous. Ils s'étaient fait inspirer par ça. Mais Ouais. tu regardes juste qu'est-ce que ça l'englobe. La majorité, si tu regardes une fille comme Hilary Knight, qui c'est probablement ses derniers Olympiques, on regarde Marie-Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, est-ce que c'est leurs derniers Olympiques? Est-ce que ces filles-là manqueraient ces derniers Olympiques-là? Je sais pas. Moi, c'est un Vraiment peu pas. ça mon questionnement. Probablement pas, je comprends, mais en même temps, tu ne mettras pas ta sécurité en jeu non plus. Fait que, tu sais, Non, mais là, c'est sûr, si la sécurité est en jeu, non, là. ouais. Mais- Mais bref, c'est vraiment un dossier qui est à suivre parce que ça va de tous les bords, tous les côtés, puis c'est pas évident. Mais attends, là, le Vas-y point donc. d'Italie, là, ils ont de la misère avec ça parce que, Anissa, je sais pas si tu te souviens, quand on est allé aux universiades, c'était en 2010 de mémoire, 2010-2011 en Turquie. Tu sais, on avait un village, là, que tout le monde était là. On avait, tu sais, nous, on avait notre bâtisse Canada, il y avait d'autres bâtiments, d'autres pays, puis on se rassemblait, il y avait des activités dans le village. Quand on est arrivé, moi, je suis retournée en 2013 en Italie. Ils ont dit qu'ils ont manqué de temps. Fait que on était tous séparés, là. Fait que nous, on était dans un hôtel, l'équipe canadienne d'un hôtel. Puis là, t'avais, on va dire, je sais pas moi, un autre, le patinage artistique était, ou le groupe de ski était d'un autre hôtel. On était tous séparés. Fait qu'on n'a pas vécu les mêmes universiades que j'avais vécu les années avec Anso en Turquie. Fait que je trouve ça bizarre que, même aux universiades, ils sont pas capables de livrer la marchandise, puis on arrive aux Olympiques en 2026, encore une fois, pas capable. Quand même, c'est ironique, là, en fait, que ça soit Italie les deux fois de l'expérience que j'ai vécue. Là. Oui, non, effectivement. Une question à se poser. Ils sont peut-être Écoute, meilleurs avec les sports d'été. Peut-être, mais bref, ça va être un dossier à suivre, celui des arénas. Je veux rester en Europe pour mon hot take rapidement. Il y a, tu sais, on n'arrête pas de nous dire, il y a 4 nouvelles équipes qui pourraient rentrer l'année prochaine. Le bassin de joueuses va être suffisant parce qu'il y a tous les universitaires. C'est une grosse cohorte. Il y a une équipe à faire avec juste l'équipe de réserve, les réservistes de la LPHF. Puis il y a les Européennes qui s'en viennent. Mais là, le problème, c'est que les Européennes ne s'en viennent pas. Il y a beaucoup d'Europe. Puis c'est à se demander à quel point, justement, que les Européennes vont vouloir arriver dans la Ligue l'année prochaine. Parce que présentement, il y a 5 Européennes qui auraient sûrement été repêchées. 5 Européennes parmi les 24 meilleurs prospects européens pour la LPHF qui ont déclaré officiellement qu'ils avaient signé un contrat avec leur équipe en Europe, majoritairement en Suède, et qui étaient pour rester en Europe la saison prochaine. Elisa Holopainen, il y a Emilia Vesa, il y a Sani Rantala, puis il y a Elin Svensson, et il y a aussi la Suissesse Lara Stalder, qui était vue comme la meilleure européenne disponible, a décidé de rester là, la 4e, la 7e, la 19e, puis la 24e meilleure européenne. Et là, je me dis, est-ce que ça va faire est-ce que ça va donner un truc d'entraînement? Est-ce que les autres vont suivre? Tu sais, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre? Là, mais là, si eux autres, ils restent, OK, ça se peut que je reste moi aussi. Alors,
je trouve ça quand même inquiétant. Puis je dis pas que c'est pas fondé. Tu comprends? Parce que les Européennes dans la LPHF n'ont pas nécessairement connu le succès qu'on se serait attendu et je pense qu'elles se seraient entendues. Tu sais, c'est pas pour rien que Noura Toulouse a décidé de retourner en Europe. Puis, tu sais, était meilleure marqueuse de la SDHL. Puis Lilan Youngbloom, 3e meilleure marqueuse. L'année passée, ça a été dur, l'adaptation. Là, cette année, bon, mononucléose, elle n'a pas encore commencé à jouer. On l'a vu, par contre, dimanche, je fais une parenthèse, on l'a vu dimanche à la Place Belle. C'était la première fois qu'on la voyait à la Place Belle. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tu ne te remets pas d'une mononucléose du jour au lendemain. Et je me dis, ben, est-ce que vraiment il va y avoir une cohorte européenne importante? Puis, s'il n'y en a pas, ben, ça vient-tu changer le nombre d'équipes que la Ligue va vouloir ajouter? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Et puis, si ce n'est pas les Européennes, ça va être qui? Parce que là, si on va avoir 4 équipes, là, on va-tu sortir des filles de leur retraite? C'est-tu là qu'on va être? Non, mais je pose sérieusement la question. Fait que ça aussi, Ben, ça ils va être vont un peut-être venir dossier à chercher des suivre. filles dans le RSEQ. Enfin, on aurait des joueuses du Québec qui représenteraient. Tu sais, Un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche tu sais, pas l'autre. on en veut. C'est sûr qu'on veut les meilleurs, ça, c'est sûr et certain, mais tu sais, on en veut de plus en plus des filles qui font partie du CIS, là, en réalité, dans cette ligue-là. Puis, Ouais. tu sais, ça démontre juste, c'est niaiseux, là, mais il y a une fille au Sport Études qui me parlait, puis tu sais, elle dit, Kim, moi, là, si mon rêve, c'est d'aller jouer dans la LPHF, présentement, qu'est-ce qu'il me donne comme signe? C'est d'aller jouer aux États-Unis. Ils regardent pas les filles au Québec, tu sais. Puis je suis Mais je comme, sais. tu sais, moi, je veux que tu ailles au Québec, là. Tu sais, je veux que tu ailles jouer pour les Caravans, Concordia, Miguel, Bishop, éventuellement Québec. Mais elle a un peu raison, malheureusement, parce que, tu sais, on n'a pas de Elle a beaucoup raison. statistiques de fait. Je veux dire, il y en a une, oui, on en a d'autres, exemple, Dubois, Labelle, mais ils ont joué professionnel avant, tu sais, ils n'ont pas sorti des rangs universitaires. Fait que c'est une question à se poser, puis c'est pour vrai, ça va peut-être changer l'avenir du hockey au Québec. Oui, du hockey universitaire canadien aussi, absolument. Fait que ça aussi, ça va être surveillé tout au long de la saison, de savoir là, qui va annoncer publiquement qui ne viendra pas ou qui va venir en provenance de l'Europe. Allons-y avec les prédictions, parce que les résultats ont beaucoup changé. Oh boy, que là, je menais 7-5-3. Hein. J'avais 7, Anso avait 5, Kim avait 3. Et là? La semaine passée, ça a mal été pour moi. Ça n'a pas été une bonne semaine, je dois l'avouer. Anso a eu 6 points la semaine passée, Kim 5 Bravo. et moi 3. Ce qui fait qu'après 2 semaines, on a une nouvelle meneuse qui est Anne-Sophie Betté avec 11 points. Moi, je suis 2e avec 10 et Kim est 3e avec 8. On se rapproche. En fait, Anso m'a dépassé, puis toi, tu te rapproches. Alors, ouais, ça n'a pas été un bon week-end pour moi. Je suis une bonne semaine pour moi. Je ne suis pas content. Et je vais redoubler d'ardeur pour reprendre ma première position. Il y a juste un match qu'on va faire les prédictions cette semaine. On va se la garder facile. C'est samedi, Canada-États-Unis. Over-under 5.5. À date, je vous rappelle les Ça scores. va avec les stats. 4-1, 6-1, 10-4. J'ai failli changer le over-under pour 9.5, mais j'ai dit, OK, là, calme-toi, là. Kim, tu y vas avec quoi, over-under 5.5? Ben, je vais y aller avec over. Over, hein, c'est Mais dur de on prendre. dirait que j'ai l'impression que ça va être under, mais j'y vais avec over parce que ça a été des matchs avec beaucoup de buts. Ouais, Anso? Je vais aller over aussi. Ouais, moi aussi, je vais avec over. Qui va marquer dans le match, Kim? Murphy. Évidemment. Évidemment, le choix facile. Abby Murphy. Anso? J'y vais aussi avec le choix facile. Abby Murphy? Ben oui, t'avais ma joueuse de la semaine. Elle a fait un tour du chapeau le match d'avant. Hier, 2 buts. Donc, si la tendance se maintient, 3 buts, 2 buts, au moins 1 but. Moi, je vais avec Kendall Coyne Schofield, la joueuse à Kim. Qui va gagner, Canada, États-Unis? Kim, rappelle-toi de ton hot take, là. Oui. Anso, tu vas avec qui? Je vais aller avec les États. Non, c'est Avec toi, les Kim, États? en premier. Ouais. Les Mais il faut États, que le Canada... Qui c'est qui dit encore ça, les États? On dirait ma mère dans les années 80. On va aller aux États en fin de semaine. Hein? Ben ouais. Kim, tu es avec qui?
Je vais avec le Canada. Le Canada, OK. Anso? Ouais. Les États-Unis d'Amérique. J'y vais aussi avec les États-Unis d'Amérique. C'est pas dans les prédictions, là, mais qui commence le match devant le filet pour le Canada? Desbiens, Mashmeyer ou Osborne? Mash. Tu fais Ben, commencer Mash? moi, ça C'est où le dépend, match? tu sais, si... Vas-y, Il est où Anso. le match? Samedi? Samedi, il À est où le Edmonton. match? Encore, OK. On reste à Edmonton, oui. Moi, c'est la seule question que je me pose, c'est que est-ce qu'ils veulent évaluer Osborne? Parce que si tu te dis que tu es en période d'évaluation, puis tu veux essayer, c'est ton dernier choix, donc je me dis, est-ce que c'est Osborne qui va avoir le départ pour les fins d'évaluation? Ou tu veux essayer de mettre les chances de ton côté, puis tu dis, ben regarde, on retourne soit avec Mash ou Anne-Renée. Parce que, tu sais, c'est ça. Mais moi, je pense que ça va être Osborne parce qu'il faut qu'il l'évalue. Puis du même coup, c'est sûr que si t'es Anne-Renée Desbiens, tu cognes à la porte de la chambre des coachs, tu dis, je veux, donnez-moi ce match-là. Là, ça n'arrivera pas deux C'est fois. sûr. Là. Tu sais? C'est sûr. Fait que ça va être un choix qui sera pas facile à faire du côté Tu dis quoi, toi, Pat? canadien. Moi, je pense qu'ils vont commencer avec Mash. Ouais? Oui, parce que d'après moi, leur plan initial, c'était ça. C'était Desbiens le premier, Mash le deuxième. Ils vont faire commencer le match à Mash, tout dépendamment comment ça va aller. Tu sais, je ne serais pas surpris de voir. En fait, d'après moi, il n'y aura pas de changement. Ça va être Mash puis Desbiens. Osborne, ils l'ont évalué le match d'avant. Il y a à voir dans la LPHF. Ils vont continuer à avoir dans la LPHF. C'est pas la même chose, la LPHF. Tu l'as dit, là. C'est pas la même chose, la LPHF, puis qu'est-ce qui est là. T'as raison. Malgré que une troisième gardienne, je pense pas que de l'évaluer je pense pas que la troisième gardienne va jouer aux Olympiques de toute façon. Fait que probablement, moi, je pense qu'ils vont y aller avec Mash. Voilà. Non. Et là, t'as changé ton choix. On aurait dû faire des prédictions puis garder ça comme ça, Caroline. OK. Première fois qu'on fait ça à Avantage numérique. Je suis vraiment, vraiment content. Stress, là. Les questions du public, puis pour vrai, vous avez été fantastiques. C'est de superbes questions que vous nous avez envoyées, puis j'ai bien hâte de passer ça avec vous. Alors, je vous présente les questions du public. OK. Première question. Emmanuel, si vous aviez une ville à choisir entre Edmonton et Calgary pour une prochaine expansion de la LPHF, vous iriez avec qui? Et il pose la même question pour Chicago ou Détroit. Donc, Edmonton ou Calgary, si vous aviez le choix, Anso, tu prendrais qui entre Edmonton et Calgary? Ben, si je regarde les villes, à Edmonton, c'est plate. À Calgary, au moins, t'as Banff qui est autour. Donc, on dirait qu'il y a comme certains attraits. J'ai peut-être un attachement particulier parce que quand on jouait avec les Canadiennes, on avait une équipe à Calgary. Les installations ça se passait comment, sont belles. ça? Ça se passait comment, jouer à Calgary? Ben, c'était bien, c'était cool. Tu avais comme le centre de ski là, juste à côté de Winsport. Tu sais, t'as plusieurs glaces. Moi, j'aurais tendance d'y aller avec Calgary. Kim, t'es Moi d'accord aussi, avec j'irais ça? avec Calgary. Ouais, moi aussi. Ton expérience à Calgary, toi aussi, ça a été. T'as joué là avec les Canadiennes? Exactement, ouais. Ouais. Moi, je pense que Edmonton, c'est le marché qu'on target plus que Calgary. Par contre, je vais y aller d'une suggestion. Moi, je pense qu'ils peuvent régler bien des affaires en appelant l'équipe, mettons, peu importe le nom, là, d'Alberta au lieu d'Edmonton ou de Calgary. C'était ça qu'il y avait dans les années 70 avec l'Association mondiale. Les Oilers d'Edmonton se sont appelés les Oilers d'Alberta. Comme ça, oui, tu peux être domicilié à Edmonton ou à Calgary, mais au moins, tu n'es pas identifié à la ville, fait que tu rallies la province au complet. Puis ça, je pense que ça pourrait être bénéfique. Mais tu ferais-tu faire des matchs aux deux endroits? Tu pourrais avoir un domicile qui est plus régulier, mettons, à Edmonton, puis 2-3 fois par année aller faire des matchs à Calgary. Comme ça, tu sais, tu donnes un peu aux deux villes, une province en entier. Puis, tu sais, avoir le support d'une province, c'est important. Là, on l'a vécu avec la Force de Montréal. Tu sais, l'idée de Kev d'aller faire des matchs un peu partout, c'était ça aussi. Tu sais, fait que je pense que ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'Edmonton a l'avantage sur
sur Calgary. Chicago-Détroit, c'est quoi votre préférence? Ben, moi, Kim? si je vais avec, tu sais, vous avez fait ça là, dans le temps, là, tu faisais des tours, là, puis il me semble que vous êtes allé, vous, à Détroit, tu sais, tester le marché là-bas. Mhm. Chicago, est-ce que vous l'avez fait? Je pense pas, hein? C'est vrai que j'ai pas de souvenir. Moi non plus. Mais moi, j'irais avec Détroit pour ces raisons-là, quand que, dans le temps, là, quand on faisait les tournées pour tester un peu les marchés, ben, tu sais, Détroit avait super bien répondu, là. Oui, puis c'est un marché qu'on a fait aussi dans le Takeover Tour à 2 Ouais. reprises. Ça a toujours bien attiré. On y retourne encore cette année. Puis, tu sais, je pense que Détroit est mieux positionné, tu sais, par rapport à Toronto, par exemple. Il n'est pas très loin de Toronto, pas très loin du Canada, ça se fait bien. Par contre, il faut à un moment donné avoir des tremplins dans le Midwest américain. Minnesota ne peut pas être ton seul getaway vers l'Ouest. Fait que c'est sûr que Chicago, en étant dans le Midwest, une ville centrale aux États-Unis, tu peux faire Minnesota, c'est pas loin d'autres marchés. Puis ça te fait une autre porte vers l'Ouest. Maintenant, est-ce que Denver peut jouer ce rôle-là aussi? Oui, mais déjà là, Denver, on est un peu plus à l'Ouest. Donc, ça va être intéressant. Je pense que Détroit a quand même une longueur d'avance. Mais Détroit, c'est-tu encore considéré comme une ville dangereuse? Ça, j'avais entendu ça dans le temps, fait une couple d'années, là. Ben oui, dans les années où M&M faisait 8 miles, c'était rendu dangereux. Détroit, ça s'est beaucoup amélioré. Moi, j'ai été à Détroit là, dans les années 2007-2008, puis des maisons placardées avec des planches de bois, il y en avait à la tonne, là, des maisons qui avaient passé au feu puis qui avaient juste plus rien dedans, puis on n'a jamais réglé ça, puis c'est juste des maisons avec des planches de bois placardées. Là, il y avait des quartiers à éviter à Détroit. Mais ça s'est beaucoup amélioré dans les 15 dernières années quand même. Cathy, pourquoi il n'y a pas de logo de la victoire nulle part à la Place Belle? Très bonne question. Pourquoi? Hey, c'est une bonne question, puis c'est tellement une bonne question que même quand Pat fait référence à l'aréna de la Place Belle, il fait référence à l'aréna du Rocket de Montréal. C'est vrai. Ouais. J'ai posé la question, d'ailleurs, j'ai pas encore eu de réponse. Moi, mon take là-dessus, c'est que je pense que c'est une question budgétaire. Là. C'est que, premièrement, on peut pas, je veux dire, on n'est pas le locataire, la victoire n'est pas le locataire principal de l'équipe, de l'aréna. Fait que c'est sûr qu'en partant, ça peut pas être les Golden Eyes de Vancouver. Par contre, il y a d'autres équipes dans la LPHF où on voit le logo de la victoire, le logo de leur équipe à quelque part sur la patinoire. Et c'est là, je pense, que ça devient une question de coût. Parce que j'imagine qu'il y a des coûts là, liés à ça. Là. Il y a une personne qu'il faut qu'il travaille à mettre le logo, à enlever le logo quand c'est plus l'équipe féminine qui joue. Alors, je pense qu'il y a ça. Oui, mais là, Pat, tu parles sur la glace, mais tu sais, ça peut être n'importe où dans l'aréna. Tu sais, au moins avoir une reconnaissance quelconque ou... tu sais, je pense pas que de mettre un petit logo quelque part, c'est ce qui coûterait le plus cher. Là. Ça, la glace, je comprends, mais au-delà de la glace, ça pourrait être dans l'aréna. T'as raison là-dessus. Ça pourrait être dans l'aréna parce qu'effectivement, là, c'est à nulle part là, en ce moment. Il n'y en a pas. J'ai toujours pas eu de réponse là-dessus, mais à part un manque de volonté puis une question financière, je vois pas qu'est-ce qui peut venir faire en sorte qu'il n'y en a pas, mais il devrait en avoir un. Cathy pose une autre question. Pourquoi on ne voit jamais les 3 étoiles du match à la télé? Toi, avec Prime, vous ne les présentez pas non plus, hein, les 3 étoiles, Anso? Non, on présente la joueuse du match, mais on n'a pas les 3 étoiles. Puis, est-ce qu'avec TSN ou RDS, est-ce que c'est une question de temps d'antenne? Probablement que, aussitôt que le match termine, je ne sais pas s'il y a un délai prescrit qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de temps. Je ne suis pas assez informée par rapport à ça pour donner une réponse. De ce que je sais de cette situation-là, il y a différents enjeux par rapport à ça. Il y a l'enjeu de la longueur de la diffusion. Là. Par exemple, RDS, c'est un broadcast de 2h30. Radio-Canada, c'est un peu plus long. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi le fait que, par exemple, si on veut le comparer aux Canadiens de Montréal, parce que c'est souvent ça qu'on se fait dire, c'est pourquoi les Canadiens
monte les 3 étoiles puis pas la victoire. C'est pas la même place sur la grille horaire. Le Canadien de Montréal a une émission d'avant-match de 30 minutes. Il y a une émission d'après-match de 45 minutes des fois. Donc, ça laisse du temps pour présenter, par exemple, des cérémonies protocolaires, les hymnes nationaux, les 3 étoiles du match. Alors que la victoire, souvent, ben, on s'en va tout de suite. Il y a pas l'avant-match, là, il dure de 7h à 7h08, là. Puis il n'y a pas d'après-match, ou quelque peu, là, quelques mots, puis on sort des ondes. Fait que c'est sûr que, puis là, on passe à une autre chose, là. Il y a un autre événement, il y a du tennis qui est déjà commencé, tu sais. Fait que c'est pas le même positionnement sur la grille horaire. C'est pas non plus les mêmes budgets. Puis il y a aussi une différence entre le broadcast franco et le broadcast anglo. Dans le sens où, vu que c'est pas les mêmes budgets, il n'y a pas 2 productions qui sont complètement séparées. Fait que souvent, le côté francophone va suivre le côté anglophone. Je donne un exemple là, de comment ça se passe. C'est que, mettons, là, RDS présente le match, puis TSN présente le match. TSN va interviewer la première étoile pendant qu'on présente la 3e et la 2e étoile sur la patinoire. Puis ils ont comme moins d'1 minute pour faire cette entrevue-là. Parce que tout de suite après, ben, il faut qu'au moment où ils sont prêts à nommer la première étoile, la joueuse soit prête à aller sur la glace. Fait que le réseau anglophone va juste présenter l'entrevue avec la première étoile. Mais vu que le franco va souvent suivre le broadcast anglo, ben, il ne présente pas les 3. Puis vu que le broadcast anglo ne présente pas les 3 étoiles, ben, le côté franco ne le présentera pas non plus. Puis c'est un peu la même chose avec Radio-Canada puis CBC, mettons. Fait que c'est un peu ça là, c'est un peu ça qui m'a été expliqué là, par rapport à des raisons qui mènent à pourquoi les 3 étoiles sont pas présentées. C'est un amalgame de raisons qui mènent à ça. Et tant qu'il n'y aura pas. Ouais, vas-y. Le temps a toujours été un enjeu, là. Tu sais, comme déjà là, au moins, quand il y a des prolongations où ça s'en va en tir de barrage, ben au moins, ça continue à télé. Moi, je me souviens, dans nos années, on parle dans le passé, on avait des matchs qui étaient diffusés à la télé. Ça finissait en prolongation. Malheureusement, le temps était fini d'antenne. Il passait à la prochaine épisode. On va dire que c'était par rapport à, je sais pas, là, n'importe quoi. Là. Puis c'était autre chose. Puis nous, ben, on continuait à jouer, mais les gens qui écoutaient la game n'avaient aucune idée de ce qui se passait en prolongation ou en tir de barrage. Fait que déjà là, au moins, il y a une adaptation. C'est pas parfait, mais au moins, ça évolue dans le temps. C'est sûr qu'on aimerait savoir les 3 étoiles. Mais peut-être un jour, on va avoir plus de temps d'antenne, peut-être un après-match, un avant-match comme les hommes. Mais déjà, on voit une évolution. Fait que tant mieux pour ça, pour voir le positif. Puis c'est présenté à la télé. Là, fait qu'on déjà là, on voit une amélioration. 100%, c'est juste que ben, les fans se demandent quand même ça. Là, pourquoi c'était pas présenté? Mathieu, quelle est l'allocation ou salaire ou montant d'argent que les joueuses gagnent chez Hockey Canada ou USA Hockey lorsqu'elles jouent pour leurs équipes nationales? Puis il y a comme une sous-question à ça, là, c'est avec une année olympique, est-ce que c'était plus facile de prendre une diminution de salaire dans la LPHF pour ces joueuses-là parce qu'elles sont payées par leur équipe nationale? Bon, c'est deux sujets différents. OK. De ce qu'on sait, parce que Hockey USA, en fait, USA Hockey, il y a des sommes qui sont sorties avec les années qu'on n'a pas eu du côté d'Hockey Canada. Mais de ce qu'on sait de USA Hockey, c'est jusqu'en août 2025, donc jusqu'à cet été, là, c'était 1,145 millions qui étaient donnés pour 23 joueuses. OK? Ce qui veut dire, là, ce qui veut dire combien? 1,145 divisé par 23, là, ça veut dire à peu près 50 000 par année qui sont payés aux joueuses. Puis ça a peut-être augmenté là, parce que ça se finissait au mois d'août, ça se finissait cet été. Ils ont renouvelé pour le prochain cycle olympique. C'est peut-être un peu plus. Mais autour de, ou un peu plus que 50 000 US par joueuse. Ça, c'est ce que les joueuses d'équipe USA gagnent. Du côté canadien, c'est un petit peu plus. OK? Ça, c'est une année normale. Lorsque c'est une année olympique,
Aux États-Unis, ça pouvait aller jusqu'à 129 000 par année pour une année olympique. Mais ça, quand on parle de, tu sais, il était centralisé. Il était Est-ce que ça fait une centralisé. différence? Oui, OK. Ça fait une différence. Ça fait une différence 100%. Fait que ça doit être à quelque part entre tout ça, là, surtout une année où il n'y a pas de centralisation, là, ça doit être peut-être entre 50 et 129 000, à quelque part là-dedans, là, où on a cette contribution-là annuelle. La série de la rivalité, ça va chercher environ 5 000 $ par semaine. Donc, habituellement, ben là, il y a 2 semaines là, cette année là, de série de la rivalité. Donc, c'est 5 000 $ par joueuse par semaine qui s'ajoutent. Et ça, c'est pour les Américaines. Pour le Canada, c'est un petit peu plus. Alors, voilà. Ça, c'est au niveau des compensations. Pour la sous-question, était-ce plus facile de prendre une diminution de salaire dans la LPHF? 100%. Il y a des joueuses qui ont... Puis regardez, je pense pas que je parle à travers mon chapeau. Là. Katie Tabin, j'ai pas de confirmation, mais de ce que j'entends, là, je suis presque sûr qu'une Katie Tabin, ça fait partie, tu sais, je vous en ai parlé en début de saison, là, qu'on cherchait des moyens d'aller chercher des revenus supplémentaires pour rentrer des joueuses dans le budget. Katie Tabin, je suis pas mal convaincu qu'elle fait partie de ce groupe de joueuses-là dans les différentes équipes à qui on a dit « Hey, on va être capable de trouver des revenus un peu supplémentaires à gauche, à droite, entre autres avec la série de la rivalité. » Ce que je sais pour sûr, c'est l'an dernier, Daryl Watts a refusé 22 000 $ de plus pour rester à Ottawa afin de signer à Toronto parce qu'on lui a garanti une place dans l'équipe. Puis, si vous remarquez le timeline, là, 3 mois après avoir signé son contrat, elle était invitée à son premier camp. Elle n'avait jamais fait de camp d'entraînement d'équipe Canada Senior, puis elle a été invitée à son premier camp. Puis en novembre, elle faisait la série de la rivalité, puis là, elle est sur le premier trio. Je ne dis pas que c'était pas mérité parce que... Je pense, même si elle n'avait pas accepté ça, elle aurait été quand même invitée sur le programme. Là. Je veux dire, toutes les statistiques le démontraient. Là. Regarde ses stats de première saison dans la LPHF, là, puis c'était pas des stats à tout casser, Kim. Non, je sais. Je suis d'accord avec toi. C'était pas des stats à tout casser. Elle avait jamais... en 2024, la première année de la Ligue, elle n'a pas été invitée au camp d'entraînement, puis elle n'a pas été invitée à la série de la rivalité. Alors, elle a renégocié un contrat, puis on lui garantit une place. Mais c'est sûr qu'elle va accepter moins d'argent parce qu'elle va aller chercher probablement plus avec Hockey Canada si elle finit par faire l'équipe l'année des Olympiques. Tu sais? En tout cas, si c'est ça qui est arrivé, elle a bien joué son jeu parce que présentement, elle joue sur le premier trio. Là. 100%, mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ouais. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Fait que oui, c'est venu influencer. Toi, Anso, quand tu étais avec... quand tu as fait le championnat du monde, il y avait des compensations financières qui venaient avec ça? Ben, c'était pas comme l'année olympique, là. Puis là, il faudrait que quand même en 2019, là, faudrait que je me remette, mais tu sais, on avait quand même une allocation par mois pour s'entraîner, tu sais, un carding là, pour être sur le programme de l'équipe nationale. Fait que c'est sûr que... C'était intéressant comme salaire? Ben oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'était net d'impôt. Fait que c'était comme considéré comme une bourse. Par contre, ce qui était difficile, c'est que si jamais tu voulais essayer de te qualifier au financement, ben ils pouvaient pas le reconnaître parce qu'ils disaient c'est pas garanti. Fait que il y avait des pour et des contre au niveau de tout ça, mais oui, c'était intéressant. Puis il faudrait que je regarde les chiffres exactement c'était quoi, mais je me souviens pas, par exemple au championnat du monde, c'était quoi exactement, mais reste que c'était quand même mieux payé avec l'équipe nationale que de jouer avec la LPHF pour les salaires de base, tu sais, où ça se ressemblait du moins. Là. Oui, non, tu sais, on s'entend, une Marie-Philippe Poulain gagne. Marie-Philippe, c'est pas un bon exemple, mais il y a sûrement des joueuses qui font peut-être un meilleur salaire avec. En fait, il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui doivent faire un meilleur salaire dans la LPHF. Là, ça serait de valider, par exemple, de voir, tu sais, est-ce que là, ils coordonnent par rapport à ça? Tu sais, est-ce qu'ils peuvent quand même recevoir le même montant parce qu'ils disent, OK, ben, on était établi pour un certain nombre d'années, c'est un contrat qui était
entendu avec Hockey Canada. Tu sais, je sais pas maintenant, parce que ça, c'était pour faire en sorte que les filles puissent s'entraîner à temps plein, puis, Ouais. tu sais, Ouais. je veux dire, vivre du hockey. Là, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même une ligue professionnelle. Donc, est-ce que dans les prochaines années, ça va être, tu sais, ça va rester? Ça va Est-ce être que... renégocié, non? Exactement. Tu sais, est-ce que ça va être renégocié à la baisse parce que justement, les filles ont un salaire avec la LPHF, chose qu'il n'y avait pas dans le temps, tu sais. Ouais, effectivement, c'est un bon point. Nicolas, je cherche à trouver une comparaison des salaires des joueuses entre la défunte Ligue PHF et la LPHF. Pour savoir si en moyenne, les joueuses sont vraiment mieux payées. Exemple, une joueuse de 3e, 4e trio gagne-t-elle vraiment mieux sa vie? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez répondre là-dessus, mais moi, de ce que je sais, puis il y a des trucs qui ont quand même été publics, là, mais les salaires des joueuses de la PHF, puis là, je me mélangerai pas, je vais dire PHF et PWHL, là, juste pour vraiment qu'on fasse la différence. Il y a beaucoup de joueurs dans la PHF qui gagnaient beaucoup plus que ce qu'ils ont fini par gagner dans la PWHL. Là. Et je reviens avec Daryl Watts, là, qui avait signé un contrat de 130 000 par année dans la PHF, puis qui a fini par signer au salaire minimum dans la PWHL à sa première année. Là. C'est une Elle différence. n'avait pas comme renégocié quasiment autour de 200 000 ou c'était juste des rumeurs? C'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle voulait. Oui, c'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle Mais- voulait. Mais moi, je sais qu'il y a Mais des moi, joueuses de la Force de Montréal qui gagnaient dans les 6 chiffres, là. Ou qui allaient gagner dans les 6 chiffres l'année qu'il n'y a jamais eu. La deuxième année, c'est ça, mais pas la première année. Mais, tu sais, au niveau t'as-tu les chiffres des plafonds salariales de chacune, tu sais, exemple de la PHF puis de la PWHL? La PHF, c'était 1,5 million. Puis la PWHL? C'est un peu moins, c'est 1 million. La première saison, c'était 55 000 fois 23 joueuses. 1 million 265 000. Tu sais, puis ça l'inclut pas, par exemple, la location qui reçoit le 1500 par mois. Non. Fait que, tu sais, faudrait faire le calcul un dans l'autre. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une plus grande écart entre la meilleure payée et la moins bien payée, où il y a peut-être plus de monde dans tu sais, vu qu'il faut qu'ils respectent le salaire moyen à 55 000, tu sais, il y en a, tu sais, vu que tu as, exemple, une fille comme les top 3 de chaque équipe qui ont peut-être signé au-delà de 100 000, disons, dans les premières années, ben déjà là, tu sais, dans la PHF, la première année de la Force, en tout cas, je pense pas qu'il y a personne qui faisait au-dessus de 100 000. Là. La première année? La première année, la seule année de la Force. Ouais, Ben, il y en avait peut-être d'autres équipes, là. La première Non, année c'est de ça, la mais- Force, non. La C'est première ça, année, mais non. peut-être à Grant Mantis à Boston, pas à Boston, à Buffalo. C'était Pas autour de 80, 150. elle? Ah, ouais, non, je pense que ça a même fini par être plus que ça. Ah, ouais. Ouais. Ouais, elle Parce que s'était c'était elle négociée à la mon mieux salaire. mais payée, là. Ouais. Avant Daryl Watts, oui. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je vous confirme que moi, mon salaire, puis je jouais, tu sais, j'étais à la fin de carrière, là. Je jouais pas beaucoup. Puis je jouais sur un 4e trio, mais c'était plus élevé que le salaire minimum que la plupart des filles gagnent dans la LPHF, là. Ah, c'était bien plus élevé, même. Puis, tu sais, j'étais une fille de 4e trio, là, à la fin de carrière, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est peut-être le même salaire qu'une fille qui joue sur, je sais pas, qui est je vais dire dans le top 9. C'était un bon 2 fois et demi, là. Ah, mais non. Pas le mien, là. Le tien? Non? Non. Pas tant que ça? Non. Anso, oui, là. OK, Ben non, mais parce que nous, on était Attends, C'est payés. vrai, parce que c'était US, là, j'ai oublié. Attends, mais on était. Vous, c'était payé en canadien ou en US? En- Hey, c'est vous autres qui Non, mais receviez le c'était- salaire, c'est pas Hey. moi, là. C'était converti. On était convertis au début de l'année, non? Ouais, c'est ça. En Mais je me souviens septembre. plus comment ça faisait en canadien. Moi, je pense que c'était en On canadien. peut-tu là. le divulguer? On peut-tu? On a-tu le Hey, droit? tu peux le dire certain. Ben voyons, la Ligue n'existe plus. Que c'est ça. Moi je vais y aller de mémoire, mais moi, je pense que Anso faisait 80. Non. Non? Non. Ah, non? Chris, j'aurais aimé ça, par exemple. Mais j'y allais de mémoire là-bas. C'était quoi d'abord? Ouais. Combien vous faisiez? Moi, 40. Puis toi? C'était
C'est combien? Moi, j'étais autour de 60, je pense. 60, me semble. OK. US. OK. 55? Non, pas 60. US, canadien. 60. Ouais. Non, Canadien. 40 US. Non, 40, Toi, c'était 40 000 US. US. Ouais. Puis toi, Anso, ben c'est ça, Anso, 60, c'était 60 US. 60 Hey, US, je ça vais faisait, regarder. Là, je ça regarde fait- mes T4. Là, je vais ça regarder faisait, ça. ça faisait 80 Canadiens, c'est ce que j'avais dans la Ouais, tête. c'est ça. C'est ça. C'est ce que OK. j'avais dans la tête. Mais ça. Ah, mais c'était peut-être parce que c'était partagé sur 2 années. C'est pour ça que ça me mêle. Ouais. Mais Ouais, la c'est vrai que c'est deuxième sur année, 2 années. c'est parce que la deuxième année de la PHF, Mais là, les salaires allaient augmenter. en fait, la masse salariale est passée de 750 000 à 1,5 million. C'est Et ça. là, je me souviens très, très bien, là, parce que je voyais Kev souvent, on était à chaque semaine à TVA Sport ensemble, je me souviens très bien qu'il y avait plus d'une joueuse avec la force qui était pour gagner plus de 100 000 Canadiens par année. Mhm. Puis Ça c'est aurait pas été le fun, par exemple. C'est pas pour rien là, que la Ligue, c'est pas pour rien que l'Association des joueurs, là, la PDUB, a voulu accélérer le processus de débuter une Ligue. Parce qu'ils voyaient bien que là, tu avais des Olympiennes là, qui ne gagnaient pas ça dans leur showcase, là, dans leur showcase, là, quand tu sais, Team Harvey, puis Harvey's, puis Scotiabank, puis tout ça, là, t'avais pas, ils gagnaient pas autant que des joueuses qui faisaient pas partie d'équipe Canada ou équipe États-Unis, mais qui étaient dans la PHF. C'est une des raisons majeures qui a contribué à ce qu'on accélère le début d'une ligue. C'est normal. Surtout que là, ça a fait en sorte qu'il y aurait sûrement des Olympiennes qui auraient allumé, qui auraient dit, écoute, là, à un moment donné, tu sais, s'il ne se passe rien dans notre bord, on va aller gagner notre vie avec la PHF et ils gagnent 100 000 par année, crème. Fait qu'il y a des joueuses, littéralement, là, qui auraient gagné plus de 100 000 dans la PHF, qui se sont ramassées à 35 000 US par année, là, dans la PWHL, là. Ouais. Fait que, ça change un budget. Ben, ça change un budget quand tu signes un contrat durant l'été, puis que là, arrive la fin juin, puis ou tu signes un contrat mi-juin, puis arrive la fin juin, puis il y en a, tu dis, crème, je vais m'acheter une maison, ou je vais je vais payer quelques dettes, ou ben, peu importe ce que tu veux faire avec cet argent-là, puis là, tu ne l'as plus. Hey, ça te fait un moyen trou, là. Marie-Claude, croyez-vous que le mode d'expansion sera le même que la dernière fois? Si oui, n'est-ce pas exagéré de recommencer 2 fois de suite à reconstruire les équipes pour les amateurs et leur sentiment d'appartenance? Sentiment d'appartenance. J'ai l'impression qu'on a oublié ça du côté de la LPHF. Ben, c'est sûr, tu sais, dans le sens où on en a parlé quand même à plusieurs reprises, là, du fait que, tu sais, on s'attache à certaines joueuses, qu'on achète des chandails de des filles qui sont là, puis c'est soudainement, à cause d'une expansion, 9-10 filles quittent puis s'en vont dans un autre endroit à cause d'une équipe d'expansion. Je pense que ça fait quand même partie, tu sais, je vais pas dire le risque, là, dans le sens que, tu sais, tous les joueurs peuvent se faire échanger, que ça arrive que c'est 1 ou 2 joueurs, ça va, mais quand c'est la moitié de l'équipe, c'est sûr que ça fait plus mal. Est-ce que, tu sais, puis la question se pose, est-ce qu'ils vont faire, on en a un peu parlé aussi dans des balados précédents, est-ce qu'ils vont faire exactement la même chose? Moi, je pense que s'ils font des expansions à 4 équipes, ils peuvent pas juste protéger 3 filles, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut que ça change au niveau du recrutement, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Oui, je suis pleinement d'accord là-dessus, parce que tu peux pas répéter cette erreur-là. Tu peux pas. Je veux dire, s'il y a une chose qu'il faut qu'il change, c'est ça, là. Puis c'est pas genre. Tu sais, c'est d'amener une autre. C'est de garder aussi les jeunes. C'est pas juste de protéger un certain nombre de joueuses. C'est de dire, ben voici le nombre de joueurs que vous pouvez protéger. Puis mettons les joueuses du dernier repêchage, vous les avez, là, no matter what. Parce que vous savez les jeunes que. Vous savez les jeunes que les fans s'identifient, là. Déjà que Montréal avait une colline de bonne cohorte en 2024-25, ouais, c'est ça, 24-25. On les a toutes perdues. Et là, tu te dis, ben, OK, mais là, on peut-tu, genre, garder les Nicole Gosselin, les Nathalie Mlinkova, les Skyler Irving, les Maya Labad, tu sais, au moins. Puis c'est le même pour toutes les équipes, là. Fait que c'est ça, Marie-Claude, ta question. En passant, j'ai fait une petite recherche, là. Grant Mantis, c'était 80 000 US avec Buffalo. C'est ça, je me souviens. C'était la mieux payée là, à notre époque. Là.
Après, oui, mais Daryl Watts, à un moment donné, elle a gagné plus que ça. Ouais, mais elle Oui, est mais elle est arrivée arrivée après. un peu plus tard, C'est en ça. milieu de saison, là. Ouais. C'est ça. C'était 150 000 US. Hey, c'est de l'argent, ça. C'était de l'argent, hein? Wow. Michael, votre note sur 10 pour l'administration de la LPHF depuis ses débuts. Il me semble qu'on entend parler beaucoup et je pense pas que ce soit une bonne chose. Pat, t'es quoi, toi? T'es-tu des moins ou t'es encore des positifs? Ben là, avec ce qu'on a vu avec en plus, je sais pas si vous avez vu ça, là, le Central Situation Room, là, comme quand on dit, il s'en va à Toronto pour réviser un jeu, là, ben, ça s'appelle le Central Situation Room, donc la chambre de je sais pas comment le traduire, là. Bref, CSR, appelons ça comme ça, CSR. Ben, C'est très compliqué. hey, c'est compliqué, hein, comme nom. Central Situation Room. Bref, il y a des officiels qui avaient été embauchés, right? Donc, c'est eux qui sont en charge de réviser les jeux. Puis c'était 3 super bons officiels avec une super bonne réputation, là, qui ont fait de la NHL, qui ont fait de l'international, tout ça. Et là, vu qu'ils ont enlevé les challenges des coachs cette année, eux autres se sont dit, OK, notre travail va être encore plus important parce que là, ben, chaque décision doit venir de nous ou de l'arbitre sur le jeu. Et ils ont demandé une augmentation de salaire. Non seulement la Ligue ne leur a pas donné, 3 jours avant le début de la saison, ils les ont congédiés les 3. Ben Hey. voyons. Bravo, slow clap, bravo, voyons. Puis là, ils ont embauché 3 nouvelles personnes qui ne sont pas autant qualifiées, qui viennent du hockey junior ou qui viennent d'autres ligues moins, où il se passe moins de trucs. Puis je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont pas la même expérience. Ils ne sont peut-être pas autant qualifiés. Puis si vous avez remarqué dans le match de dimanche à Montréal, il y en a eu des challenges de la part du CSR puis de la part des arbitres. Puis c'est de même dans bien des matchs cette année, là. Ça fait jaser, là. Y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait qu'il y a un but qui a été refusé à Montréal quand il n'y a pas eu de kicking motion avec le patin? C'est-tu vraiment si compliqué que ça, voir un kicking motion? tu kicks, Et en là. plus, il y en avait eu 2 dans le premier match qui ont refusé, qui ont eu de l'expérience. Exact. Fait que là, t'as une ligue qui prend des décisions comme ça radicales à 3 jours du début de la saison, en plus d'avoir fait un changement dans tes règles. Je veux dire, c'est une parmi tant d'autres, là. C'est Amy Shear qui nous dit que le temps est overrated, puis qu'ils ont en masse de temps avec ce système-là. C'est une succession, puis la première année, c'était donnez-nous une chance, la deuxième année va être meilleure. La deuxième année, c'est bien, on a encore une ligue qui est jeune. Alors, regardez tout ce qu'on a fait depuis 1 an et demi. Là, la troisième année, c'est quoi l'excuse? Fait que, tu sais, une note sur 10, m'a être gentil, là, m'a donné 2. Oh, c'est M'a être méchant. gentil. M'a être gentil. Même pas note de passage. Ah, il n'y a pas. Ah, OK. Si Non, on mais y ils va font avec quand même des bonnes affaires. Là. Il y a quand même des bonnes affaires. C'est juste qu'on pense beaucoup au négatif. Là, puis on est comme ça, l'être humain. Là. Mais c'est vrai. J'aime tellement ce côté positif-là de toi que je suis incapable d'avoir dans la vie, moi. Moi, je vois le verre à moitié vide tout le temps. Tout le fucking temps. Mais, OK, si on y va avec une note de passage, là, je vais être plus juste, je vais donner 5. Ils n'ont pas la note de passage pour moi, par exemple. Ils n'ont pas la note de passage. Mais je vais être plus juste. Anso, allez, mouillez-vous, stick? Ben moi, je vais leur donner la note de passage. Moi, je leur donne 6. C'est correct. Kim, 8 ou 9 parfait. de ton côté? Moi, j'y vais avec over 5.5. Ça, c'est bon. Hein, on va passer. Moi, j'ai de la misère. Vas-y. Des fois, je compare beaucoup avec notre expérience qu'on a eue. Anso, tu l'as vécu, toi, une année avec Montréal. Tu as pu voir un peu comment c'était. Mais moi, je suis plus à l'extérieur. Fait que, on sait pas tout non plus. Puis on connaît pas tout l'envers de la médaille de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'administration. Mais, puis j'ai de la misère parce que, avec Kev, puis un jour, on va en parler sûrement, mais avec Kev, c'était malade, puis je veux dire, on savait tout. Il n'y avait pas de zone grise.
s'il y a de quoi qui se passait, ben, on avait, tu sais, l'heure juste puis la vérité. Fait que c'est juste ça, des fois, que je compare beaucoup puis je suis comme, tu sais, on avait une bonne structure avant. Tu sais, malheureusement, ça a pris fin. Peut-être que dans quelques années, mon discours va changer puis on va être comme c'est pour le mieux. Mais tu sais, on avait quand même de quoi de bien avant que malheureusement a pris fin. Fait que je compare beaucoup à ça. Puis là, pourquoi le 5.5? Le problème de la PHF, c'est que Montréal, la force, elle était organisée encore plus que certaines équipes de la LPHF en ce moment. C'est juste que la Ligue au complet ne l'était pas. C'était pas toutes les équipes. C'est ça. Il y avait une Exact. disparité dans les équipes, c'était ça le problème. OK, quelques questions en rafale là, avant qu'on termine l'épisode, parce que j'essaie de passer tout le monde sur cette première question du public-là. Il y en a une pour moi, puis ensuite, c'est pas mal pour vous autres, les questions. Pat, peux-tu faire en sorte qu'on entende les questions des journalistes dans les points de presse? J'ai pas ce pouvoir-là. Je m'excuse, Anne-Marie, mais je suis d'accord avec toi. Des fois, il y a des questions qui sont posées que moi-même, dans la salle de presse, j'entends pas. Puis que même mon enregistreur pick-up pas. Mais la réponse, je l'entends. Mais c'est parce qu'on n'a pas de micro dans la salle de presse. Fait que si on... C'est une petite salle de presse. Fait que si il y a quelqu'un qui parle fort, mettons moi, tout le monde m'entend. Mais il y en a d'autres qu'on va moins entendre. Puis, tu sais, de ce que je tenais de la Ligue, là, ça ne sera pas une priorité là, d'arranger ça. Mais c'est un peu ça la raison derrière. Julie, est-ce que le staff de la Victoire vous écoute et vous challenge parfois? Je peux vous confirmer qu'il y a bien des gens dans bien des équipes qui nous écoutent. Puis dans bien des ligues. Puis dans bien des pays. Puis dans bien des continents. Fait que ça, je peux vous confirmer ça. Encore hier, j'ai été voir l'entraînement de la Victoire, puis il y a quelqu'un qui m'a accroché, puis j'ai comme fait, tu vois, je savais même pas que tu me connaissais. Puis c'est, tu sais, quelqu'un de l'organisation de la Victoire. Fait que oui, on est écouté. Il nous challenge. Oui. Ça arrive. Je n'aimerais pas de Ben, nom. peut-être plus toi, Pat, parce que tu es plus en contact avec eux. Moi, oui. Nous, non, là. 100%. Je vais au front pour vous autres. C'est ça. Ah, je pense que t'es là. Tu T'es là vas de la tellement au situation. front qu'il commence à te manquer des cheveux dans la face. Non, j'ai le même airline depuis des années. Essaye même pas, ça vient même pas me chercher. Jin qui demande, ça c'est pour vous autres, quel est le meilleur système défensif à 5 contre 5? Zone ou man-to-man? Comme ça, je te laisse y aller. Ben, ça dépend. Ça là, dépend, tu sais, ça dépend souvent- contre qui tu joues, ça souvent, dépend de chaque situation. Ben, vas-y, tu me laisses aller, Ben ben, non, c'est toi mais- qui parles. Vas-y, Kim. Il y avait un délai, fait que tu partais pas. Ben, allez-y, répondez quelqu'un, baptême. C'est pas moi qui vais répondre à ça. Là. J'aime mieux vous entendre là-dessus. Vas-y, Anne. Bon. C'est sûr que, tu sais, souvent, ce qu'on va voir majoritairement, c'est que tu vas avoir un man-to-man, je veux dire, un peu plus les ailiers avec les défenseurs. Puis, tu sais, dans le sens que tu es un ailier, ta fille à regarder, c'est le défenseur. Dans le bas de la zone, on va peut-être plus jouer un zone. Donc, fait que peut-être un mix des deux, tu sais, dans le sens que si la rondelle va d'un côté, tu vas avoir le défenseur qui va aller mettre de la pression, tu as le joueur de centre qui arrive en support, puis tu as l'autre joueur de défenseur qui, normalement, devrait être devant le filet. Si la rondelle s'en va de l'autre côté, c'est sûr que si la fille, elle patine avec la rondelle, elle va y aller. Mais après ça, si c'est une passe qui est derrière le filet, ben la fille qui est en avant du filet, elle va aller dans le coin, et puis c'est normalement la joueuse de centre qui va venir aller en support. Donc, ça se peut que les attaquantes de l'autre côté se mélangent puis qu'ils se faufilent. Donc, tu sais, puis chaque équipe est différente, mais de façon générale, c'est je veux dire, peut-être pas la règle d'or, là, mais de base là, qu'on voit dans une couverture de zone défensive où ce que tu vas avoir vraiment tes points avec un point de support. Ça serait peut-être ça la réponse la plus simple, mais c'est sûr que si tu as une équipe qui est extrêmement rapide, puis l'autre vraiment pas rapide, tu veux pas jouer man-to-man parce que tu vas te faire battre très rapidement. Fait que t'es mieux de venir protéger l'enclave parce qu'au final, même si tout le monde tourne autour, c'est pas si grave. Mais si la rondelle arrive au filet ou que tu te fais battre, là, il y a des 2 contre 1 qui se créent, un peu comme le match d'hier, ben, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je sais pas si ça répond à la question, là, mais ça dépend de chaque équipe puis de chaque entraîneur et des qualités et des qualités de ton équipe versus qui tu affrontes. Dernière question.
Et dans le fond, il y a 2 personnes qui ont posé des questions pour Anso. Je vais les combiner, puis je te laisse la parole après. Donc, Éric qui demande, est-ce qu'Anne-Sophie va revenir avec la victoire de Montréal? Et Joël qui lui demande, c'était comment jouer avec Pou et de jouer pour Corey Chevry, Daniel Sauvageau, puis pourquoi tu n'as jamais été sur le roster final pour les Olympiques? Alors, tu as comme 3 questions là-dedans. Ben, la dernière question, je peux pas la répondre. La dernière question, j'ai pas cette réponse-là. J'aurais définitivement aimé être de faire partie des Jeux olympiques. Cette question-là, je ne peux pas y répondre. Ben, en fait, est-ce que je vais juste faire une petite parenthèse, là. La dernière coupure, juste avant que tu sois invité pour ce camp-là, tu t'es blessé à ton genou. Fait que, est-ce que cette blessure-là, on le sait pas, là, peut-être que tu n'aurais pas été invité non plus, mais tu avais quand même fait les championnats du monde. Tu avais été aussi au camp d'entraînement quelques mois avant, puis tu as eu cette blessure-là. Donc, là, pourquoi tu n'as pas été invité au prochain camp? En fait, c'est que en mars, pendant la pandémie, le championnat du monde était supposé être au mois de mars. Puis finalement, à cause de la pandémie, il a été cancellé, celui du mois de mars, il a été repoussé au mois d'août. Et de la façon que c'était fait avant, c'était qu'il fallait que l'équipe de la centralisation soit annoncée à partir du 1er août. Donc, est-ce que j'aurais eu une chance si les championnats du monde auraient eu lieu comme prévu au mois de mars versus au mois d'août, comme qui avaient été changés? Je ne sais pas. Mais j'ai pas cette réponse-là. Désolée. J'aimerais t'aider. Je pense que c'était Joël qui a dit ça, mais je sais pas. Par contre, j'ai eu quand même un beau parcours dans le sens que, tu sais, je suis revenue sur le programme de l'équipe nationale, puis je pensais jamais aller au championnat du monde en 2019. Tu sais, 9-10 ans après ne pas avoir été sur le programme de l'équipe nationale. Fait que, tu sais, j'ai quand même bien tombé, puis, tu sais, vécu un certain rêve à ce moment-là, puis porter le chandail de l'équipe nationale. Comment c'était jouer avec Pou? Ben, c'est sûr que ça fait plusieurs années que j'ai eu l'opportunité de jouer avec elle, autant avec les Canadiennes. Tu sais, c'était le fun de jouer avec Caroline Ouellette, Marie-Philippe Poulin. C'est des bonnes coéquipières de trio à avoir. Fait que, tu sais, ça va au-delà de juste jouer, tu sais, avec elle dans l'équipe de Montréal. Tu sais, c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime voir de elle, c'est son éthique de travail, autant en pratique, puis que quand personne regarde, tu sais. Puis ça, je trouve que ça parle beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont se forcer quand il y a des gens qui sont dans les estrades puis qui regardent. Mais elle, au contraire, on dirait qu'elle va plus se forcer quand personne regarde parce que c'est dans sa nature. Ben, c'est pas tout le temps, là, mais façon de parler. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est tellement talentueuse. Puis, c'est vraiment un privilège que j'ai eu d'avoir pu jouer avec elle dans la même équipe, mais aussi sur la même ligne. Puis de jouer pour Corey et Daniel. Ben, Corey, c'est drôle parce que moi, j'ai joué contre Corey à l'université. Donc, on était quand même peut-être la plus proche en âge, mais je sais pas c'était quoi son sentiment par rapport à moi, parce que notre équipe gagnait souvent contre leur équipe. Mais c'était le fun de vraiment revoir, en fait, cette personne-là maintenant sur un différent rôle. Puis c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup d'expérience, autant qu'il a coaché universitaire avec les gars, qui a coaché avec l'équipe nationale. Donc, c'était vraiment le fun d'avoir un peu cette relation-là que, tu sais qu'elle est capable de jouer la game puis qu'elle comprend puis que, ben là, maintenant, c'est d'avoir un différent rôle. Et Daniel, ben, je pense que Daniel, c'est le fun parce que c'est une personne qui a cru en moi quand même quand, justement, j'étais dans une phase un peu plus d'impasse de l'équipe nationale. Puis je sais pas à quel point si elle a eu un apport en disant des bons mots pour moi. Mais si c'est le cas, je la remercie. Puis si c'est pas le cas, ben, je la remercie quand même. Mais dans le sens que je pense que Daniel a quand même, durant cette période-là, croyait en mes capacités de revenir sur l'équipe nationale. Puis même chose avec Caroline Ouellette. Donc, ça a été des femmes qui sont des piliers. Puis, tu sais, qui ont eu vraiment un impact dans ma vie. Et par la suite, Pat, allais-tu dire quelque chose? Non, absolument pas. OK. Puis est-ce que je vais revenir avec Montréal? Ben, ça, c'est une grande question. J'ai pas annoncé de retraite. Je suis encore en réhabilitation avec mon genou. J'ai un peu de difficultés. C'est plus long que prévu. Je sais pas si c'est l'âge qui fait que c'est plus long. Mais c'est sûr que, tu sais, de finir une carrière sur une blessure, c'est pas
c'est pas qu'est-ce qu'un athlète espère. Donc, je dis pas non, mais je dis pas oui. Donc, à suivre. L'histoire nous le dira. J'ai peur d'avoir ton âge, Anso. Mm. Eh bien, merci beaucoup pour vrai. On a fait un podcast, un balado peut-être un peu plus long que d'habitude, mais c'est important, je pense, de répondre à toutes les questions des gens pour la première fois. Ça sera peut-être pas toujours possible, mais on va refaire des questions du public, peut-être même de le ramener dans un segment plus régulier, mais à plus petite dose, 2-3 questions peut-être par balado. Mais c'est vraiment des super bonnes questions, puis on vous en remercie énormément. Sur ce, ben c'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre sur les réseaux. N'oubliez pas d'aller suivre hockeyféminin.ca autant sur Facebook que sur Instagram. J'ai atteint les 1000 abonnés ou les 1000 abonnés sur ma page Facebook hockeyféminin.ca. Très, très, très content. Merci de nous suivre. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!